2. Dans son QG de la Moukata repose ce soir Yasser Arafat, dernier adieu d'une foule immense qui a débordé les services de sécurité pour entourer le cercueil du Raïs, une cérémonie marquée donc par la ferveur populaire des Palestiniens de Ramallah. Libération du chauffeur des 2 journalistes français retenus en otage depuis le 20 août dernier. Il a été retrouvé à Falloujah. Par ailleurs en France, une cassette vidéo montre vivant le 3 octobre dernier les 2 journalistes français. En Côte d'Ivoire, des exactions, des viols ou tentatives de viol ont été commis lors des émeutes. À Paris, l'arrivée de quelques 800 nouveaux ressortissants qui ont à disposition une cellule judiciaire, un dispositif pour déposer des plaintes, une dizaine dont 2 pour viol l'ont été ce soir. Paris espère l'organisation des Jeux Olympiques 2012. Dernière étape, l'envoi d'un épais dossier de candidature qui détaille le projet. Celui de Paris a été remis officiellement hier au Comité international olympique. Et puis de la musique, on retrouve avec plaisir Michel Fugain pour célébrer ses 40 ans de chansons. Cet artiste complet, auteur, compositeur, interprète, sort un album qui regroupe les chansons les plus marquantes de sa carrière avec 3 inédits. Madame, Monsieur, bonsoir. Les livres d'histoire retiendront sans doute l'image à Ramallah du cercueil de Yasser Arafat, entouré d'une foule immense dans l'enceinte même de la Moukata, là où les Israéliens l'avaient assigné à résidence, dans son quartier général donc, le cercueil du leader palestinien que chacun veut approcher ou toucher dans la plus grande ferveur et improvisation. Les services de sécurité ont été largement débordés par une marée humaine. Bernard Lebrun. Des grappes humaines, accrochées au toit, aux murs, aux arbres, aux poteaux. Quand à 13h15 heure de Paris, les hélicoptères de l'armée égyptienne se posent dans la Moukata, on redoute le pire, le débordement possible des forces de sécurité palestiniennes. Emportés par le chagrin, la douleur et cette tradition toute méditerranéenne qui pousse le plus humble à s'approcher au plus près pour toucher le cercueil du grand défunt. C'est la confusion la plus absolue. S'ajoute à ça l'attitude des soldats qui veulent aussi contribuer à l'hommage en tirant de longues rafales de Kalachnikov. Les cordons de sécurité s'effondrent, emportés par la foule. Plus moyen d'approcher l'hélicoptère et de surgir cette voiture folle conduite par un policier qui se fraye de force un chemin. Salut à la France, drapeau tricolore et palestinien cohabitent. Enfin, vient l'instant tant attendu depuis l'aube par ces milliers de personnes qui, au cri d'Allahu Akbar, Dieu est grand, accueillent le cercueil de Yasser Arafat. Couvert du drapeau palestinien qui lie ça à la notoriété par ces années de combat, y compris de terrorisme, c'est à bout de bras que le cercueil est transporté durant de longues minutes vers son lieu d'inhumation. Puis arraché de la foule par ces combattants du Fatah en uniforme noir, le cercueil glisse sur le toit d'un véhicule invisible. Une marée humaine, plusieurs dizaines de milliers de personnes sans doute, mais les 2 700 000 Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas fait la route de Ramallah. Reste que le cercueil sera englouti et que personne ne verra l'image de la mise en terre dans son linceul blanc de Monsieur Palestine. Il faudra attendre la nuit et la dispersion pour apercevoir la tombe fleurie, emplie de terre de Jérusalem, que les officiels disent provisoire. Toute la soirée défileront devant nombre de familles palestiniennes pour un dernier adieu à l'homme au kéfier. Et pour mieux témoigner encore de cette ferveur populaire qui par instant a tourné à l'hystérie, je vous propose ce document filmé avant l'inhumation, au moment précis où le cercueil de Yasser Arafat, enveloppé encore du drapeau palestinien, tente de se frayer un chemin, moment d'incroyable bousculade et d'émotions exacerbées. Jacques Cardoz, Offset Nabundian. C'est le moment où tout peut basculer. La foule tente de s'emparer du cercueil. Les jeunes sympathisants veulent porter la dépouille du président Arafat jusqu'à Jérusalem. La foule hurle « Al-Aqsa, Al-Aqsa ». Les services d'ordre palestiniens sont complètement débordés. Le futur ne se présente pas bien parce qu'Abou Ammar est parti. Il était vraiment le seul à nous aider. Je ne pense pas que l'avenir soit bon. Ce sera même pire. Tu es plus fort qu'une montagne. Pas même le vent peut te balayer. Ce sont les plus jeunes qui reprennent les propos préférés du Raïs. Autour de la tombe, on verse la terre de Jérusalem. Parce qu'un jour peut-être, dit-on ici, si un État est créé, la dépouille d'Arafat serait transférée jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa.
Loin de l'agitation, des femmes pleurent Monsieur Palestine. La Palestine, c'est mon pays et celui de mes ancêtres, chante cette femme. Arafat, tuez la Palestine. Nous continuerons le combat d'Arafat jusqu'à ce que Jérusalem nous revienne. Le président Arafat nous manque déjà. Malgré son absence, ses idéaux, ses pensées ou encore ce qu'il nous a enseigné restera. Le jour tombe sur Ramallah, la colère aussi. L'émotion gagne chacun. Une absente, Zawa, la fille d'Arafat, sa grand-mère nous raconte. C'est triste de voir que la fille n'a pas vu son père depuis déjà 3 ans. Elle lui téléphone, c'est tout, on se parle au téléphone. Elle s'attendait, c'est le rêve de voir le père. Vous voyez, c'était très difficile quand sa mère lui a annoncé. La fille ne verra plus son père, cela non plus. Un honneur, une prière, ce n'est sûrement pas la dernière. Des coups de feu éclatent, la journée se termine comme elle avait commencé. C'est dans la confusion que se sont déroulées les obsèques de Yasser Arafat. Rien du protocole n'a été respecté. Ce sont les jeunes Palestiniens armés qui l'ont enterré, comme pour mieux prévenir que rien ne pourrait se faire à l'avenir sans leur volonté. Le bouclage des territoires a empêché de nombreux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza d'assister aux obsèques de Yasser Arafat dans la bande de Gaza où des funérailles symboliques avaient été organisées, une procession autour d'un cercueil vide. Reportage sur place, Martine Laroche-Joubert, Gilles Jacquier. Ils ont voulu arrêter l'histoire. La même place dans sa voiture, la même escorte pour le protéger comme autrefois à Gaza. La Force 17, sa garde présidentielle rapprochée, entretient l'illusion. Ils n'ont jamais pensé que leur chef pouvait mourir. Abou Hamma, repose-toi, nous continuons la lutte. On souhaitait que notre chef soit inhumé ici, dit celui-là avec colère. Sur 1 200 000 Palestiniens à Gaza, une centaine a reçu l'autorisation des Israéliens d'aller à Ramallah. Alors ils l'enterrent à leur façon, menés par des enfants en tenue de combat, un faux cercueil. Autour, toutes les factions qui se disputent habituellement le pouvoir, réunies pour cette étrange cérémonie guerrière. Je demande à toutes les factions armées qu'elles répondent à l'assassinat d'Arafat par Sharon par un tremblement de terre en Israël. Une cornemuse, comme un vestige du mandat britannique en Palestine, rythme la marche, sans émotion excessive. Yasser Arafat était respecté comme chef de guerre, mais l'autorité palestinienne souvent critiquée pour corruption. Cette journée de deuil est une accalmie. C'est au moment de son enterrement que Yasser Arafat retrouve sa popularité plus ou moins perdue ici, mais le contrôle de Gaza par les nouvelles autorités palestiniennes risque d'être très difficile. Contraste enfin de ces images de funérailles du Caire qui se sont déroulées ce matin en présence de la veuve de Yasser Arafat et de sa fille, entourée de chefs d'État arabes et d'autres dignitaires étrangers. Aucun chef d'État occidental n'avait fait le déplacement en Égypte. Une cérémonie protocolaire près de l'aéroport international, une zone totalement bouclée. Et nous retrouvons Charles Anderlin en direct de Ramallah où la nuit est tombée. Le calme est revenu, moment sans doute propice au recueillement. Oui, tout à fait. Derrière moi se trouve la tombe de Yasser Arafat et des familles, des habitants, des groupes, des délégations viennent réciter une prière et se recueillir. Vous savez, pour la direction palestinienne, la journée finalement a été un succès. Ils craignaient un débordement. Les groupes armés qui voulaient se saisir du cercueil pour essayer de marcher vers Jérusalem n'ont pas réussi dans leur projet. Et finalement, il n'y a pas eu vraiment d'incident très grave. Les images de chaos, de débordement que nous avons vues étaient finalement trompeuses. Il n'y a rien eu d'important, de grave. La grande crainte des Israéliens, des dirigeants israéliens pour qui c'était la journée de tous les dangers, ces craintes se sont estompées. Il n'y a pas eu non plus de grand attentat comme on le craignait, pas de manifestations violentes. Finalement, je m'excuse, finalement c'est un succès pour les nouveaux dirigeants palestiniens qui maintenant doivent s'atteler à l'après-Arafat. Charles, précisément comment Israël a rendu compte des obsèques de Yasser Arafat? Eh bien, les 3 grandes chaînes de télévision israéliennes étaient présentes à Ramallah et elles ont diffusé en direct ces cérémonies et ces scènes auxquelles nous avons assisté. Et il faut dire que cela, en dépit d'ailleurs des avertissements de la police israélienne qui craignait
des attaques de groupes armés contre les journalistes israéliens qui se trouvaient à Ramallah. Il n'en a rien été. Merci Charles Anderla. Et la question du Proche-Orient et de la création d'un État palestinien était bien sûr au menu de la Maison-Blanche lors d'une conférence de presse commune. George Bush et Tony Blair ont insisté sur l'importance pour les Palestiniens de bâtir une démocratie et sur la volonté d'Israël de les y aider. Une nouvelle chance dans les mois qui viennent pour une paix durable, espère le président américain, qui s'est montré optimiste, envisageant possible la création d'un État palestinien indépendant d'ici 2009. Deuxième titre de ce journal, la libération du chauffeur enlevé le 20 août dernier en Irak avec nos deux confrères français. Mohamed Al-Joundi a été retrouvé à Falloujah. Il a été, dit-il, séparé de Christian Chesneau et de Georges Malbruno il y a un peu plus d'un mois. Autre information qui nous vient cette fois-ci de la famille des deux otages français et qui date de cette époque. Le 3 octobre dernier, les deux journalistes s'exprimaient sur une cassette vidéo, cassette dont on ignorait l'existence jusqu'à aujourd'hui. Christian Autain, Benoît Gadret. Un geste solennel pour célébrer la bonne nouvelle. Cet après-midi, le portrait de Mohamed Al-Joundi a été décroché de l'hôtel de ville où il était suspendu depuis le début de la prise d'otage. Pour la famille du chauffeur syrien, c'est le soulagement. J'espère que le retrait de ce portrait donne un bon signe pour le retrait demain ou après-demain des autres portraits de notre ami Georges et Christian. C'est en ratissant le quartier de Jolan à Falloujah que les forces américaines affirment avoir retrouvé le chauffeur syrien menottes au poignet. Mohamed Al-Joundi raconte aux GIs avoir été séparé de Christian Chesneau et Georges Malbruno il y a un mois. Il ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis. Ce soir, la famille de Georges Malbruno nous révèle qu'elle détient depuis une quinzaine de jours une nouvelle cassette différente de celle-ci. Un enregistrement daté du 3 octobre dans lequel les deux journalistes apparaissent amaigris. Ils s'expriment en anglais et en arabe et rassurent leur famille. Les parents de Georges Malbruno n'ont pas souhaité s'exprimer ce soir. À Falloujah, les Américains découvrent chaque jour de nouvelles caches. Cette fois-ci, ils affirment avoir détruit une maison qui aurait servi de lieu de détention et d'exécution pour les otages. Ce drapeau noir à l'effigie d'un groupuscule islamiste était à l'intérieur. Selon cet officier américain, 4 otages irakiens ont été découverts hier dans 2 autres lieux. Celui-ci était enfermé, ligoté dans une pièce. Son corps porte encore des traces de sévices. Au total, plus de 30 otages ont été assassinés en Irak depuis avril dernier. La Côte d'Ivoire, les évacuations se poursuivent. 800 personnes sont arrivées à Roissy tout à l'heure. Une aide d'urgence de 500 000 € vient d'être débloquée pour les plus démunis. Au total donc, plus de 2000 ressortissants auront quitté la Côte d'Ivoire jusqu'à présent. À leur arrivée à Paris, un dispositif judiciaire a été mis en place, une cellule qui permet aux rapatriés de porter plainte. Karine Komadzi, Aurélia Guillemin. Quand on arrive dans cette zone, il y a des personnes qui sont ici, qui s'occupent d'aller chercher la famille derrière et on leur laisse un petit peu l'intimité de se revoir. Un secouriste par expatrié, un poste médical, une cellule psychologique. Dans le hall d'arrivée de Roissy, le dispositif est impressionnant mais pas démesuré. Car dès les premiers témoignages, on mesure l'ampleur du choc. Il y a eu des femmes qui ont été violées, enfin ça a été atroce. On a vécu des moments très difficiles. On les a vus même se balader dans les rues avec des armes blanches, des couteaux, des machettes. Enfin bref, c'était effrayant quoi. Cette femme, elle, n'aura pas la force de nous parler. Son mari évoque de nombreux morts français. On entend des choses qui sont... c'est de la folie quoi. Et moi je vous dirai pas, j'ai vu, je sais, telle personne, ça s'est passé comme ça, je vous le dirai pas parce que je ne le sais pas. Mais de tout ce que j'ai entendu, je pense qu'on l'apprendra, la semaine prochaine on apprendra ce qui s'est réellement passé, mais la situation est vraiment extrêmement grave. Pillage, séquestration, mutilation, 10 plaintes ont été déposées, dont 2 pour viol. À ce guichet tenu par des officiers de police judiciaire, seule une femme a raconté son calvaire. Il faut laisser le temps aux gens de reprendre leurs esprits, de prioriser leur arrivée sur la terre française. Et puis peut-être que dans quelques temps, dans quelques jours, les gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles commenceront à parler. Selon les policiers qui les ont recueillis, derrière ces plaintes, il n'y a pas beaucoup d'espoir de condamnation, mais simplement le désir que la France sache ce qui se passe là-bas.
Chaque jour qui passe apporte donc de nouvelles données sur les sévices et les exactions dont ont été victimes les Français de Côte d'Ivoire. Plusieurs dizaines de violences, de viols ou tentatives de viol auraient été commis lors des émeutes. C'est le cas de cette Française qui a accepté de témoigner. Agnès Gardet a rencontré cette femme d'une 60aine d'années qui a quitté Abidjan avant-hier et décidé de porter plainte dès son arrivée à Paris. Tout d'un coup, on a frappé à ma porte. Je me dis, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, c'est rien, ouvre la porte. S'il n'y a rien, je n'ouvre pas la porte. J'ai pas eu le temps de dire ouf, ils avaient déjà cassé la porte est tombée par terre, ils sont rentrés, ils ont vidé mes tiroirs, ils ont volé, enfin tout ce qu'ils ont pu trouver. Et il s'est trouvé qu'il y en a un qui s'est trouvé dans ma chambre quand il m'a pris mes passeports diplomatiques, mon passeport français, de l'argent, mes bijoux. Et tout d'un coup, il m'a regardé méchamment, mais je pense qu'il était drogué. Il m'a dit, de toute façon, toi, je vais te violer et te tuer après. Il avait une machette à la main. Et vous savez, je crois que je me suis dédoublée à ce moment-là. J'ai le sentiment que j'ai regardé quelque chose qui ne me concernait pas du tout. Donc je dis, écoute, tu sais, je pourrais être ta grand-mère, et je sais que les Africains ont le culte des ancêtres. Tu sais, je pourrais être ta grand-mère, tu es jeune, il avait, je sais pas, 20, 22 ans. J'ai dit, tu crois en Dieu? Oui, madame. Et en plus, il m'a dit, oui, madame, comme si j'étais son institutrice. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, est-ce que tu crois que le bon Dieu va te pardonner, ça? Il m'a dit, c'est pas grave parce que t'es belle. Il me dit, je suis sûre que c'était pas des patriotes. Je pense, je suis pas sûre là, bien sûr, que c'était des rebelles, parce que je sais que depuis un certain temps, il y a des rebelles qui sont infiltrés dans Abidjan. Ils ont besoin d'argent, bien sûr, et ce sont des gens violents en général. Et les patriotes sont pas armés. Ils n'ont pas de machette. Lui, il n'a pas quitté sa machette. Il a eu sa machette à la main tout le temps. Je reviens, Madame Morvan, sur ce fait de viol. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres viols? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans l'avion, j'avais une dame à côté de moi qui m'a expliqué que sa petite voisine, qui avait 28 ans, elle a été violée par 4 garçons. Elle avait son bébé de 6 mois dans les bras qu'elle n'a pas lâché. Mais bon, moi, je la connais pas, cette personne. Oui, il y en a eu d'autres, bien sûr. C'est évident. Est-ce que vous retournerez un jour en Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais attendre un petit peu, mais j'y retournerai, bien sûr. Parce que la France, c'est mon pays, mais la Côte d'Ivoire aussi. Vous savez, 21 ans dans une vie, c'est un petit bout de chemin. Et à la mi-journée, Jacques Chirac a confirmé et dénoncé les exactions graves dont ont été victimes les ressortissants français. On écoute le président de la République. Au moment où un grand nombre de nos compatriotes de Côte d'Ivoire arrivent en France, je souhaite leur exprimer ma solidarité et celle de la nation. Après les épreuves douloureuses que ces familles viennent de vivre, soumises à la violence et à des exactions graves, je veux les assurer que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles et leur apporter toute l'aide matérielle et humaine dont ils ont besoin. En Côte d'Ivoire, si aucun Français n'est mort lors des violences de ces derniers jours, information confirmée par le Quai d'Orsay, les autorités françaises sur place reconnaissent elles aussi que des viols ont été commis lors des émeutes, comme en témoigne ce reportage d'Éric Meunier et Frédéric Ranck. Il m'arrivait comme beaucoup de Français, on était pillés à 3 h du matin, frappés, traînés, humiliés. Dans les yeux de ceux qui s'en vont, beaucoup de tristesse. Dans les têtes, des traumatismes bien difficiles à effacer. Officiellement, les pillages, les attaques contre les Français de Côte d'Ivoire n'ont fait aucun mort ces derniers jours. Des viols, en revanche, il y en a eu, confirmait dès hier le général Poncet. Je confirme les viols, mais je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Par respect pour toutes les personnes qui ont été victimes de ces actes odieux. Prioritaires, les victimes de ces viols ont été parmi les premières à quitter le territoire ivoirien, dans la discrétion, au moins jusqu'à Paris, où elles pourront porter plainte. Des viols, oui, 3, 4, on ne sait pas encore. De toute façon, il y aura peut-être d'autres chiffres qui sont communiqués. Nous ne l'espérons pas, mais nous en sommes là aujourd'hui. Voilà. Ce matin, côté ivoirien, sans confirmer ces crimes, on n'excluait rien. C'est pas impossible. C'était une situation que tout le monde a pu apprécier. Ces détails-là ont pu être possibles. Pour beaucoup de Français, y compris pour ceux qui restent, pas question que ces actes demeurent impunis. Enfin, après la cérémonie aux Invalides, mercredi, en présence de Jacques Chirac, se déroulait cet après-midi l'enterrement
de 5 militaires français du régiment d'infanterie chars maritimes de Poitiers. Ces hommes tués par les forces gouvernementales en Côte d'Ivoire, à Chasseneuil-du-Poitou. Un dernier hommage à l'adjudant-chef Thierry Baratieux, en présence du préfet et des autorités militaires de la région. Il a été décoré de la médaille militaire 2 jours après la Légion d'honneur remise par le président Chirac. C'était sa 4e mission en Côte d'Ivoire. Il avait 43 ans. De la cour d'appel de Versailles, un détenu au lourd casier judiciaire s'est fait la belle alors qu'il allait comparaître. Il a sauté par la fenêtre des toilettes. Il est toujours en fuite. L'homme est dangereux. Anne-Sophie Chaumy-Lecomte, Yann Moelle. Il était venu demander sa remise en liberté. Il n'a pas attendu que les juges la lui accordent. Transféré ce matin de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, Nabil Mansouri attend de comparaître dans un couloir de la cour d'appel de Versailles. Il demande alors à se rendre aux toilettes et aussitôt fausse compagnie à son escorte. Les policiers sont sortis de la souricière et cavalaient derrière cet individu. En les entendant crier « arrêtez-le, arrêtez-le », nous on s'est posté à l'entrée. Mon collègue a fermé une porte justement pour éviter qu'il y ait trop d'issues. Moi je lui ai mis un croche-patte, il s'est tapé contre le réverbère juste à droite et de là il est tombé sur la voie publique. Mon collègue a essayé de le retenir par le col et le mec était tellement décidé qu'il s'est enfui tout droit, il n'a rien calculé et puis voilà quoi. Rapidement, plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés. Des patrouilles quadrillent la ville, des barrages sont installés et la photo de l'évadé diffusée en vain. Nabil Mansouri, 25 ans, mis en examen pour assassinat, a réussi son évasion. C'est quelqu'un de très dangereux. Il s'est déjà évadé avec l'aide d'un complice et son complice n'a pas hésité à faire feu sur les forces de l'ordre. C'est un gros trafiquant de stupéfiants, il est très connu des services de police. Comment un détenu soupçonné d'homicide et réputé très dangereux a-t-il pu si facilement échapper à la surveillance de ses gardiens? L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Au chapitre économique, les prix ont augmenté le mois dernier de 0,3%. Au total, sur un an, l'inflation se situe à 2,1%. Nouvelle disposition fiscale pour les emplois familiaux. Le gouvernement souhaitait relever le plafond d'exonération de la réduction d'impôt et le porter à 15 000 €. Mais les députés estiment ce montant trop important et souhaitent le rebaisser à 12 000 €. Les explications nécessaires de Vincent Fourcade. Sortie des classes, et comme tous les soirs, c'est la nounou qui vient chercher Hippolyte et Hugo. Préparation du goûter, aide aux devoirs, cette aide familiale travaille ici 27 heures par semaine pour un peu plus de 800 € par mois. C'est très lourd puisque ça rentre, ça fait 25% du budget familial mensuel, donc c'est quand même un budget énorme. C'est vraiment le deuxième budget après le logement. Pour l'aider à financer cet emploi à domicile, ce père de famille bénéficie de réductions d'impôts. Actuellement, le plafond de dépenses est de 10 000 € par an. Le gouvernement souhaite le porter à 15 000 €, un coup de pouce trop généreux selon les députés qui veulent le limiter à 12 000 € par an. Mais les majorations seraient prévues. Pour un couple, ce plafond grimperait alors de 1 500 € par enfant, même chose pour une personne âgée de plus de 75 ans. Aujourd'hui en particulier, plus de la moitié des emplois à domicile sont des emplois pour des personnes âgées. Il y a là matière à développer face à un vrai besoin social et en même temps un besoin d'emploi. Comment ça va aujourd'hui? Des mesures fiscales dénoncées par l'opposition qui souligne que près de 900 000 familles non imposables resteraient à l'écart de ce nouveau dispositif. En politique, se tiendra dimanche une élection législative partielle dont on aurait moins parlé si elle ne se déroulait à Bordeaux, dans la ville d'Alain Juppé. Au total, 14 candidats s'opposent pour ce premier tour. Alain Juppé, qui lui-même a fait campagne pour soutenir son successeur, et le maire de Bordeaux donne de sa personne, comme le montre ce reportage de David Bazier, Francis Mazoyer et Philippe Dumail. À Bordeaux, même quand Alain Juppé n'est pas candidat, c'est toujours Alain Juppé qui sonne à la porte de l'électeur bordelais. Bonjour madame. Bonjour, comment ça va? Eh bien, un peu d'alarme. Un café. L'homme qui touche son café, c'est Hugues Martin, le véritable candidat UMP soutenu par l'UDF. Dans une lettre à tous les électeurs de Bordeaux, Alain Juppé écrit « C'est une part de moi-même qui vous représentera à l'Assemblée nationale ». Et c'est pour continuer l'action d'Alain Juppé à Paris, au niveau national. Donc on a absolument besoin de vous. Quand Jacques Chaban-Delmas était maire de Bordeaux, Hugues Martin était son second. Même fonction sous Alain Juppé. Difficile aujourd'hui de devenir le premier dans une ville habituée aux as de la politique nationale.
Chaban, avec qui j'ai travaillé avec passion, comme je travaille avec passion avec mon deuxième père spirituel, qui est Alain Juppé. Je suis moi, et cette campagne a permis, je crois, de connaître Hugues Martin. Depuis 1946, Bordeaux n'a connu que 2 députés, Chaban et Juppé. Mais le centre-ville, redynamisé par le tramway et les rues piétonnes, accueille de nouveaux habitants plus jeunes qui, aux dernières élections régionales, ont placé la gauche en tête. Une première, c'est peut-être pour cela que Jack Lang accompagne la candidate locale. Les habitants qui vraiment perçoivent que quelque chose est en train de bouger, de basculer, et qui sont extrêmement heureux. Mais il y a aussi Pierre Urmic, conseiller municipal vert, très ancré à Bordeaux. Dominique Voynet est là, car les observateurs locaux lui donnent de grandes chances. Quand Alain Juppé est arrivé en 1995, la ville de Bordeaux était totalement endormie, parce que Hugues Martin et ses amis l'avaient fort mal géré. Bref, cette législative est une bataille dans la ville, car le futur député sera propulsé vers la mairie en cas de retrait politique prolongé d'Alain Juppé. La santé dans nos assiettes, avec une confirmation, les Français aiment manger bio. Cette tendance, les agriculteurs l'ont bien compris. Ils s'efforcent de diversifier leur production en cultivant par exemple des variétés anciennes. Laurence Decherf, Jean-François Monnier. N'hésitez pas à goûter, messieurs, dames, notamment le pain céréales et graines. Un pain aux 6 céréales avec des graines... Pas besoin de se faire prier. Ici, on goûte et les pains issus de l'agriculture biologique se vendent comme des petits pains. Je ne m'attache pas à une céréale en particulier, ce sera simplement le goût qui m'attire et j'achèterai ce pain. Dans ce moulin de la région parisienne, on fabrique 150 farines, rien que des mélanges. Et dans ce pain, préparé sur place, une dizaine de blés différents. Les variétés anciennes et souvent plus savoureuses ne sont pas toujours faciles à trouver quand on est meunier. Il y en a certaines qui, par le passé, ont fait le bonheur des meuniers, qui s'appelaient le Capitole et le Hardy, qu'on ne trouve absolument plus maintenant, et qui étaient des variétés très régulières, qui nous conviendraient bien aujourd'hui. Et pour les légumes, c'est le même phénomène. Le nombre officiel des semences dont disposent les producteurs est restreint à des variétés industrielles et standards. Impossible de produire ce qu'ils veulent. Nous réclamons le droit de pouvoir sélectionner nous-mêmes nos semences, pour avoir des cultures adaptées à des systèmes agronomiques avec pas d'engrais chimiques et pas de pesticides. Et nous réclamons le droit de pouvoir échanger ces semences entre nous, parce qu'on ne va pas chacun sélectionner toutes les variétés. Pour permettre cette biodiversité, il existe pourtant une directive européenne de 1998, toujours pas appliquée en France. Pour cultiver, aujourd'hui, les jardiniers amateurs ont plus de choix que les agriculteurs. En Italie, la célèbre Fiat 500, ce pot de yaourt si populaire lancé à la fin des années 50, cette Fiat 500 n'est pas une espèce en voie de disparition comme le prétendent les sénateurs. Il en existe plusieurs centaines de milliers toujours en circulation, mais précisément ces voitures détiennent le record mondial de la pollution. Le débat fait rage. Gérard Grisbeck, Claude Ganouz. C'est son dernier accident. Il y a quelques jours, des vandales ont déposé une Fiat 500 dans une fontaine. Et la jeune fille, qui va sur la cinquantaine, en a profité pour se refaire une beauté. Car le célèbre pot de yaourt existe toujours. On le croise dans les rues de Rome, il y en a encore des dizaines de milliers. Elle servait à conduire les enfants à l'école, à faire les courses. Elle était la propriété de la femme. Et puis les enfants ont grandi et ils l'ont utilisée comme garçonnière. Elle a été la voiture de l'Italie. Fiat en a construit plus de 3,5 millions d'exemplaires. Symbole de la modernité, du baby-boom, des 30 glorieuses, bref, de la voiture pour tous. Mais aujourd'hui, le monde a changé. La consommation à tout prix doit tenir compte de la qualité de la vie. Selon certaines études, chaque Fiat 500 pollue autant que 300 voitures réunies. D'où les protestations des écologistes lorsqu'il a été question d'assouplir la loi sur la circulation en centre-ville. Donner un sauf-conduit à ces Fiat 500, qui sont effectivement plus polluantes que les autres, alors qu'en Europe on parle de durcir la législation contre la pollution, c'est à notre avis une vraie folie. Alors Gaetano est devenu magicien. Il veut sauver la Fiat 500 et son secret le voilà. Le moteur à essence devient un moteur à gaz. Avec ces 16 litres de gaz, on peut tranquillement faire 200,
à 250 km. Grâce au GPL, la Fiat 500 a encore de l'avenir. Le pot de yaourt peut encore faire saliver. L'apparition des premières neiges dans les Pyrénées en cette période de long week-end du 11 novembre. La neige est tombée en abondance. Les stations n'ont pas encore ouvert, mais ces premiers flocons sont de bon augure pour la saison. Pour l'heure, il faut être sportif ou faire de la luge pour profiter de la neige. Aux 3 domaines en Ariège, Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Petit Vénard, dispensé d'école pour profiter des premières neiges. Hop, tu veux remonter? Allez, c'est parti. Ces jeunes Toulousains s'en donnent à cœur joie. Qu'est-ce que vous aimez bien les enfants à la neige? Tomber de la luge. Tomber de la luge? Oui. La poudreuse se mérite. Pour en profiter, il faut chausser raquettes ou ski de randonnée. Cette année, on est vraiment dans les premiers. Et puis, au mois de novembre, c'est une qualité de neige qui est très bonne en plus. Elle est très légère, elle est assez froide, elle est vraiment agréable à skier. Vous êtes heureux? Ah oui, oui, c'est un grand jour pour nous. Plaisir d'ouvrir les pistes encore vierges, tandis que le soleil déchire les nuages. Dire que la semaine dernière, on cueillait encore des fleurs dans les prés. On avait prévu de faire du VTT, mais bon, comme il neige, j'ai apporté mes skis et voilà. Donc, en plus, le soleil vient d'arriver, donc c'est magnifique. Le bal des dameuses est ouvert. La neige de novembre est la meilleure, bien compactée. Elle forme le socle de toute bonne saison. Quand c'est aussitôt, sans dire que c'est tout à fait gagné, mais c'est en tout cas un signe très très encourageant. Et puis ça permet de travailler très sereinement en vue des ouvertures de stations. Les professionnels se préparent pour une ouverture précoce. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre les tables en terrasse, quand je vais pouvoir y accéder, puisqu'elle est tombée abondamment. Et puis après je ouvre. Mon personnel est là, tout est en place. Cette neige qui craque sous les pieds, le rêve éveillé des Pyrénées. Les stations ont connu 3 bonnes saisons consécutives. Elles espèrent ouvrir bientôt la 4e. Le rendez-vous sportif de cette fin de semaine avec demain à 21h au Stade de France, les Bleus vainqueurs du tournoi Destination qui affronteront l'Australie, vice-championne du monde. Après les Australiens, les Français joueront contre les Argentins et les All Blacks, un tournoi d'automne qui habituellement réussit bien aux Français. Christophe Duchiron, Nadine Picard. Reflets mordorés, oiseaux migrateurs, vent frémissant, c'est l'automne. Sans vouloir compliquer, l'automne, c'est un peu le printemps du rugby français. Tombent les feuilles et les chiffres des statistiques. Les Bleus sont invaincus depuis novembre 2000, 6 matchs sans défaite, dès lors qu'il faut affronter les nations de l'hémisphère sud qui viennent en tournée chez nous. Du fait du décalage des saisons avec l'hémisphère nord, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et d'autres terminent leur saison quand les Bleus débutent la leur. Les Bleus sont plus frais comme le temps. On commence à rentrer en période de forme au niveau de notre championnat et des Coupes d'Europe. Donc peut-être que c'est les échéances qu'on a eues avec nos clubs où on est monté en pression nous servent maintenant et on récolte les fruits de cette préparation d'été. Depuis le début de la semaine, le 15 de France a préparé son match face à l'Australie, vice-championne du monde, et plaqué en rafale sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui est rouge. Là, quand on est arrêté, on n'a pas de force, on n'a pas de vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On y va et on change de rythme, on y met du gaz. C'est pareil, quand on arrive dans la zone, d'accord, plus de vitesse. Chez les Bleus à l'automne, il n'y a pas de langueur monotone, mais plutôt un féroce appétit de victoire. La dernière fois que les Australiens sont venus en France, en novembre 2001, ils ont perdu 14-13. Samedi au Stade de France, il faudra faire aussi bien. Il va falloir être à son meilleur niveau, avoir beaucoup de cohésion, de cohérence dans notre jeu, beaucoup de complicité aussi, malgré le peu de temps que l'on a eu. L'Australie, puis l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, 3 gros matchs, victoire ou défaite, qui, comme les feuilles mortes à l'automne, se ramassent à l'appel. Et le match sera bien évidemment diffusé demain soir sur France 2 en direct. 5 grandes villes sont candidates pour accueillir les JO 2012. Parmi les prétendantes, New York, Moscou, Madrid, Londres et bien sûr Paris, qui espèrent obtenir l'organisation de ces Jeux. Dernière étape, l'envoi du dossier. Celui de Paris a été remis officiellement hier au Comité international olympique, un dossier de près de 700 pages qui détaille le projet. Aaron Tanzit, Grégoire Tournon. À peine imprimé et déjà envoyé, tout s'accélère pour Paris 2012. 4 jours avant la date butoir, les Parisiens ont remis leur dossier de candidature. 646 pages, 17 thèmes abordés comme la sécurité, le transport, l'hébergement et surtout la localisation des sites sportifs.
dans le projet de Paris 2012, tous les sites sont effectivement dans Paris, mais aux portes de Paris, et que l'ensemble de la célébration, l'ensemble de la fête se ferait dans Paris, autour de la Seine. Le cœur de la capitale battra au rythme des Jeux Olympiques, avec au pied de la Tour Eiffel du sable pour le beach volley. 2 noyaux accueilleront la majorité des compétitions. Au nord, le Stade de France pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, les finales de football et l'athlétisme. À proximité, une salle omnisport et un centre nautique seront construits. Au sud-ouest, 8 sites sont prévus dans un périmètre englobant Roland-Garros, le Parc des Princes et les hippodromes d'Auteuil et de Longchamp. Le village olympique sera lui réalisé dans le quartier des Batignolles. Pour le moment, il faut de l'imagination, mais dans le quartier, l'idée séduit déjà. Ça peut faire vivre ce quartier, il doit être aménagé. On espère que ça sera bien, c'est tout. Il y a beaucoup d'ardures. Au revoir Paris. 88 ans après les exploits de Johnny Westmuller dans la piscine des Tourelles, Paris veut les Jeux et le fait savoir. Depuis hier sur la Tour Eiffel et dès lundi sur les grands boulevards, la capitale revêt ses habits olympiques. Beaucoup d'efforts et de bruit pour un seul objectif, battre New York, Moscou, Londres et Madrid, autres villes candidates. Résultat des courses le 6 juillet 2005. Paris encore avec cette exposition au musée Montmartre. Le nom de l'artiste ne vous dira rien, mais en revanche sont célèbres ces affiches 1900 qui racontent l'histoire des cabarets du quartier. Théophile Steinen fut peintre, illustrateur de talent. Son œuvre lui a largement survécu. Daniel Wolfram, Patrick Voix. Il est chez lui, le chat à Montmartre. Et le chat noir, c'était bien le nom du cabaret où chantait Bruant. Celui qui en a immortalisé l'effigie s'appelle Théophile Steinlen. Illustrateur d'origine suisse, le peintre est l'incarnation de ce Montmartre vagabond à l'image de ses chats, devenus grâce à lui les porte-drapeaux de la sociale. En 1903, Steinlen a peint ce tableau, Le cri des opprimés. C'était l'époque, en pleine époque des anarchistes, des libertaires. Maintenant, on peut dire que cette forme d'anarchisme-là a disparu complètement. Disparu aussi les revues, le Grand Journal, l'Assiette au beurre, le Mirliton et ses chansons. Il est bien évanoui, le répertoire sur la morgue des puissants face à la litanie des misères du peuple. Je ne suis pas très heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couvert. Mais il n'y a pas que la politique dans la ville, il y a aussi la vie de tous les jours avec ses scènes de rue et ses papotages saisis par Steinlen dans ce qu'on appelait le salon du pauvre. C'était un petit peu les lieux qu'il aimait beaucoup, où il pouvait observer les gens, les attitudes, etc. Et là, vous avez la blanchisseuse de l'Assommoir de Zola avec Gervaise. Steinlen rentrera dans le rang avant sa mort en 1923. Au début de la Grande Guerre, il devient patriote. Mais jusqu'au bout, cet artiste gardera son regard humaniste sur la butte Montmartre et son petit peuple. Musique où l'on retrouve avec bien du plaisir Michel Fugain pour célébrer ses 40 ans de chansons. Cet artiste sort un album qui regroupe les chansons les plus marquantes de sa carrière avec 3 inédits. Olivier Linuzza et Yann Moine l'ont rencontré chez lui en Corse. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. Comme un coup de projecteur sur 40 ans de carrière. Que cette chanson-là ne soit posthume. Michel Fugain nous reçoit chez lui, non loin de Calvi. C'est ici, dans ce village, qu'il composa à la fin des années 60 quelques-unes de ses premières mélodies. Il faut aussi que son imaginaire travaille. Et on intervient, nous, quand les gens arrêtent de travailler précisément et qui mettent leur tête en roue libre. C'est une responsabilité que j'aime bien endosser. La responsabilité d'un saltimbanque qui a enregistré à ce jour 240 chansons. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. Dans les années 70, il dénonçait le big bazar de notre société. On a espéré des choses et on s'aperçoit que c'est pas toujours allé dans ce sens-là, avec en plus cette espèce de goût désagréable dans la bouche d'avoir peut-être contribué par manque de vigilance à ce qu'une société s'installe qu'on n'a pas voulu mais qu'on a laissé faire. L'artiste livre un nouveau combat. En mémoire de sa fille morte d'une leucémie,
il sensibilise les gens aux dons de sang et de plaquettes. Cette sculpture, il la remettra à des donneurs pour les remercier au nom de l'association Laurette Fugain. J'ai ressenti en sculptant exactement les mêmes sensations qu'en composant. C'est-à-dire, il y a la même transpiration à un moment et on est submergé. Lui qui abandonna ses études de médecine se bat aujourd'hui aux côtés des chercheurs. Michel Fugain n'en oublie pas pour autant d'offrir sa joie de vivre en chantant. Le mois de la photo avec au Carrousel du Louvre, le salon en Paris Photo qui se porte jusqu'à dimanche. Sophie Jouvet et Didier Dahan ont suivi un collectionneur et un passionné d'images. La vie de ce médecin radiologue a basculé il y a 3 ans. François Lapeyre est tombé amoureux de cette photo-là. Et depuis, il a constitué une collection originale et très personnelle qu'il ne se lasse pas de contempler. Être intéressé par la photographie, c'est être intéressé par les autres. C'est là où c'est intéressant la photo, c'est que certes c'est de l'art, mais c'est de l'art sur nous-mêmes. Ce jour-là, vernissage à la Galerie Vue pour l'une des expositions phares du mois de la photo. Celle d'Isabelle Munoz et ses guerriers éthiopiens. L'occasion rêvée pour notre collectionneur de rencontrer cet artiste qu'il admire. Mais ils sont très méfiants. Oui, et fiers. Oui, ça se voit. Et ils se décorent leur corps entre eux. Mais François a déjà repéré ce qu'il veut, une photo qui permet toutes les interprétations. De la peau d'éléphant, un cœur, des lèvres, puisque ce sont des lèvres. Il faut accepter le coup de cœur. Il faut accepter qu'une photo vous choisisse. Bien sûr, pour tous les collectionneurs comme François Lapeyre, Paris Photo sous le Carrousel du Louvre, c'est le rendez-vous incontournable. Pendant 4 jours, ils vont chiner photographies anciennes, modernes et contemporaines, rassemblées ici par une centaine de galeries. Une caverne d'Ali Baba qui attire plus de 40 000 visiteurs pour un art longtemps tenu pour mineur et qui n'a jamais été aussi prisé. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo présentée par Patrice Drevet. Puis 20h55 PJ, 0h40, le dernier journal Ève Métais. Demain midi, face à l'image, Paul Naon et Bernard Benjamin reçoivent Boris Cyrulnik. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.